bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez, vertigineuse. Ce niveau de conscience qui semble vraiment nous distinguer, nous les humains. C'est le 7e niveau, d'après notre source du jour. Et cette source, c'est le chapitre 7, intitulé Jugement de l'essai Conscience, l'éveil de la matière, de Denis Baudouin. Notre objectif, c'est d'aller explorer ça en profondeur. On va regarder de près les éléments clés qu'il décrit pour ce niveau. L'intention volontaire, les sentiments, les valeurs, l'identité, le jugement pratique, l'empathie et même le charisme. Pour essayer de comprendre ce qui émerge de si spécial à ce stade. Alors justement, commençons par là. L'auteur affirme qu'il y a un vrai saut qualitatif par rapport aux animaux grâce à une nouvelle couche d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, cette couche en plus? C'est pas juste une addition, tu vois, c'est plus comme une réorganisation interne assez profonde. Cette intégration, elle permet l'émergence de capacités cognitives, émotionnelles, beaucoup plus complexes. D'accord. C'est elle, en fait, qui ouvre la porte à tout ce qu'on va aborder, formuler une intention consciente, bâtir un système de valeurs, développer une identité réfléchie. Des choses qu'on ne verrait pas, selon lui, avec la même richesse au stade d'avant. C'est un peu la base de ce qui nous rendrait spécifiquement humains dans sa théorie. Intéressant. Et le premier élément clé de cette structure, c'est l'intention. Le texte dit qu'on passe de la réaction à la direction. Ce n'est plus nos instincts qui décident, c'est nous. L'exemple de la sortie d'autoroute qu'on rate par distraction, ça illustre bien ça, non? Ce moment où on flotte un peu. Exactement. Ça montre bien que sans cette volonté dirigée, on peut vite passer en mode pilote automatique. Presque un état hypnotique léger, quoi. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est comment il décrit la naissance d'une intention. Ah oui. Il suggère qu'elle vient d'un élan intérieur, nourri par un mélange assez complexe d'émotions, de souvenirs, de croyances. C'est cet élan qui nous permet de canaliser notre énergie vers un but précis. Et il fait le lien avec la création, c'est ça. L'artiste, l'inventeur. Oui, tout à fait. Il connecte directement l'intention et l'inspiration créatrice. L'idée, c'est que toute création, qu'elle soit artistique, scientifique, peu importe, elle démarre par une intention. Sans cet élan au départ, c'est le blocage. La page blanche. Voilà, le phallosyndrome. L'intention donne l'impulsion. Elle lance le processus. Après, l'inspiration peut prendre le relais comme un flux, mais le démarrage, ce vouloir créer, ça vient de l'intention. C'est le passage du désir à l'action, en quelque sorte. D'accord. L'intention comme étincelle. Et logiquement, une fois qu'on a cette direction, il faut pouvoir tenir le cap. C'est là qu'intervient l'attention volontaire. Le texte dit qu'on devient capable de la diriger consciemment. C'est ça, on gagne cette capacité à choisir où on pointe notre projecteur mental. L'auteur prend l'exemple tout simple de chercher un numéro de page. Mais il va plus loin. Est-ce qu'on peut choisir d'ignorer une douleur intense? Intuitivement, on dirait que c'est difficile quand même. Oui, et pourtant, le texte suggère que c'est possible, avec de l'entraînement. Ah bon? Comment ça marcherait? Il prend l'exemple de la méditation comme entraînement à cette maîtrise de l'attention. L'idée clé, c'est qu'en focalisant son attention ailleurs, ou même en observant la sensation sans jugement, on peut arriver à dissocier la perception brute, la douleur, le son d'une insulte, de sa charge émotionnelle habituelle. Ah d'accord. La douleur devient une info sensorielle, l'insulte une série de sons, mais leur capacité à nous perturber émotionnellement, elle diminue. Donc on pourrait moduler notre propre expérience subjective. C'est assez puissant comme idée. C'est exactement ça. L'idée n'est pas de nier la réalité, mais de choisir plus activement notre réponse interne en contrôlant où va notre attention. C'est une forme de régulation émotionnelle et cognitive assez avancée qui découle de cette capacité à diriger l'attention. Ça pose des questions importantes sur notre marge de manœuvre face à nos réactions, effectivement. Cette maîtrise de l'attention ouvre donc la voie à une gestion plus fine de nos états internes. Et ça m'amène au sentiment. Le texte insiste sur une différence entre émotion brute et sentiment. C'est quoi la distinction principale pour Baudouin? Alors, la différence fondamentale, ce serait l'interprétation et la durée. Les émotions, ce seraient des réactions plus immédiates, physiologiques. Les sentiments, eux, seraient des émotions qui ont été traitées, en quelque sorte, interprétées avec nos expériences passées, nos pensées, et puis stockées en mémoire de façon plus durable. Ils ne sont pas juste ressentis sur le moment. Voilà, ils sont compris, intégrés dans un contexte plus large. Comme l'exemple de l'amour qui reste même quand la personne n'est pas là, parce qu'il est nourri de souvenirs, de compassion. Exactement. L'amour, une tristesse profonde, la gratitude, ce sont des étapes plus stables, plus complexes que la joie ou la colère spontanée. Et c'est là que ça devient crucial.
Selon Baudouin, c'est l'accumulation et l'intégration de ces sentiments qui vont former quelque chose d'encore plus fondamental, nos valeurs. Ah, on arrive aux valeurs. Comment on passe des sentiments aux valeurs alors? En fait, les valeurs sont présentées comme des principes directeurs, des sortes de boussoles intérieures. Elles émergeraient de ce qu'on a ressenti et interprété comme bon, juste, important au fil du temps. Mhm. Si certaines actions ou situations nous apportent de façon répétée des sentiments positifs, fierté, satisfaction, amour, on va valoriser ces actions ou situations. Et inversement pour le négatif. Ces valeurs ensuite, elles colorent nos attitudes et guident nos jugements futurs. Elle serait assez ancrée. Le texte parle de gardien silencieux. Oui, c'est une belle image. L'idée, c'est que ces valeurs fondamentales agissent même en arrière-plan, y compris dans des états comme l'hypnose. Elles seraient une sorte de garde-fou moral qui nous empêcherait de faire des choses qui heurtent trop nos principes. Elles structurent notre façon d'être au monde. Elles évoluent avec l'expérience, bien sûr, mais elles ont une certaine inertie. Si on regarde la vue d'ensemble, les valeurs sont vraiment le squelette de notre système de jugement. Un squelette moral façonné par l'affectif. C'est logique que ça mène à la question de l'identité. Qu'est-ce qui nous définit, finalement? Comment le texte aborde cette construction du soi? Il décompose un peu cette notion complexe. D'abord, il y a la confiance en soi. Elle serait basée sur nos valeurs concernant nos propres capacités, nos compétences. C'est ce qui nous donne l'élan ou au contraire ce qui nous freine. Oui, Et l'auteur insiste sur l'équilibre délicat. Pas assez de confiance, c'est la paralysie. Trop, c'est l'arrogance, le risque d'erreur. Cet équilibre est toujours ajusté par les sentiments liés à nos succès ou nos échecs. et l'autre aspect, il parle aussi d'amour-propre. Oui, l'amour-propre, ce serait plus lié à nos valeurs concernant les normes sociales, notre image, notre place dans le groupe. C'est le moteur du désir d'être reconnu, apprécié. C'est essentiel pour la motivation sociale. Mais il y a un risque, non? Oui, le texte met en garde contre les dérives, l'ego, l'orgueil, la vanité. Ça arrive quand protéger son image devient plus important que l'intérêt commun ou la vérité. C'est une tension intéressante, ça, entre s'affirmer et s'intégrer. Le texte dit qu'on se forge une identité via des signes distinctifs, des valeurs, des croyances. C'est ça. Pour savoir qui on est et trouver notre place, on adopte et on montre certaines valeurs, croyances, passions. C'est une façon de se différencier tout en cherchant la validation des groupes auxquels on veut appartenir. C'est une quête de singularité, mais aussi de connexion. C'est vraiment essentiel pour donner du sens à notre vie et construire notre estime de soi. C'est au cœur de nos motivations, en fait. Une fois cette identité et ces valeurs en place, on arrive au jugement pratique. Le texte le décrit comme une impulsion vers la bonne action au bon moment, parfois de manière très intuitive. L'analogie du pilote d'hélico qui voit tout le trafic d'en haut est pas mal. Oui, elle illustre bien cette capacité à prendre un peu de hauteur, à avoir une vue d'ensemble subjective pour naviguer dans le complexe. Et ce jugement pratique, il est très lié à l'intuition. L'intuition, d'après Baudouin, c'est cette faculté de saisir une situation globale, l'état de quelqu'un, une atmosphère, sans forcément pointer consciemment tous les indices. Comment ça fonctionnerait, cette intuition? Ce n'est pas de la magie, j'imagine. Non, non, pas du tout. C'est présenté comme le résultat d'un traitement inconscient hyper rapide d'une foule de micro-signaux. Le langage corporel, le ton de la voix, le contexte. Notre cerveau intègre tout ça en arrière-plan et ça produit une impression, un pressentiment quasi immédiat. L'exemple typique, On a entré dans une pièce et sentir une tension sans savoir tout de suite pourquoi. Ce qui est fascinant, c'est cette capacité d'intégration quasi instantanée qui débouche sur une perception cohérente et qui va guider notre jugement ensuite. cette perception fine des autres, ça nous mène directement à l'empathie. Comment elle est définie ici? L'empathie, c'est décrit comme la faculté de décrypter les états émotionnels des autres, surtout via le non-verbal, les expressions, la posture, le ton, et potentiellement de raisonner avec ces émotions, de se les approprier un peu. Baudouin suggère que ça se développe avec l'expérience de vie et aussi une capacité d'auto-observation. On comprend l'autre en faisant écho à nos propres vécus. Mais le texte fait une distinction importante, c'est ça, entre la capacité et l'attitude. Absolument. Et c'est crucial. Avoir la faculté de comprendre les émotions de l'autre, ça ne veut pas dire automatiquement adopter une attitude empathique. La bienveillance, la compassion. On peut comprendre sans agir. Exactement. On peut très bien décoder l'état de quelqu'un et choisir de l'ignorer ou même de l'exploiter. L'auteur illustre ça avec l'enfant qui manque souvent d'empathie par manque d'expérience pour décoder les signaux et l'adolescent chez qui ça peut être plus souvent un choix d'attitude ou de priorité, même si la capacité de décoder est là.
C'est une nuance importante pour comprendre nos interactions. D'accord. L'empathie, c'est pas juste une compétence passive, c'est aussi un choix. Et pour finir ce tour d'horizon, les composantes de ce niveau, il y a le charisme. Comment c'est abordé? Le charisme est présenté comme l'art d'avoir une présence influente, qui captive. Ça passe par plein de choses, hein. La qualité d'écoute, les mots choisis, le ton, les gestes, le regard. C'est la capacité à faire passer une impression, une intention, à connecter avec les autres de manière efficace. Inné ou acquis, d'après la source? Alors Baudon propose une vision nuancée. Il y aurait une base innée liée au tempérament qu'on hérite, plus ou moins émotif, actif. Mais ce potentiel serait largement façonné par l'expérience, surtout jeune, l'image de soi qu'on construit, les valeurs qu'on adopte, la confiance, l'empathie développée et bien sûr les habiletés sociales qu'on apprend. Donc, pas une seule recette. Non, chacun développerait son style unique, plus ou moins consciemment, en fonction de toute cette alchimie personnelle. Alors, si on met tout ça bout à bout, l'intention qui dirige, l'attention maîtrisée, les sentiments qui fondent les valeurs, l'identité qui se construit, le jugement intuitif, l'empathie qui est un choix, le charisme qui se sculpte, quel est le vrai saut final de ce 7e niveau? Qu'est-ce qui émerge de tout ça? C'est l'émergence du soi narratif. C'est vraiment le point culminant de cette intégration. Avant ce niveau, la conscience, elle pouvait être vécue comme une suite d'instants, de perceptions, d'émotions, peut-être un peu séparées les unes des autres. Fragmenté? Oui, un peu fragmentées, mais avec la capacité de juger, la profondeur des sentiments qui relient les expériences dans le temps, les valeurs qui donnent une direction et l'identité qui offre un point d'ancrage, tous ces moments commencent à s'organiser. Ils forment une histoire, en fait. Exactement. Ils deviennent, comme l'écrit Baudouin, les chapitres d'un récit, le nôtre. C'est la naissance d'une narration personnelle continue. La conscience ne fait plus que vivre l'instant, elle se raconte sa propre histoire, elle tisse un fil à travers ses expériences. C'est cette capacité à construire et maintenir un récit de soi qui serait l'aboutissement majeur de ce 7e niveau. Bon, alors récapitulons ce parcours assez dense à travers ce chapitre 7. On a vu comment, selon Denis Baudouin, ce niveau se définit par l'intention qui nous donne une direction, l'attention qui devient un outil maîtrisable, les sentiments qui s'approfondissent pour bâtir nos valeurs, l'identité qui se forge entre soi et les autres, le jugement et l'intuition qui nous guident très vite, l'empathie qui nous connecte si on le choisit, et le charisme qui nous permet d'influencer. Et le résultat de tout ça, le grand saut, c'est l'émergence d'un soi qui se voit comme le héros de sa propre histoire. C'est une excellente synthèse de tout ce qu'on a exploré. Et ça nous amène tout naturellement à une dernière pensée. Quelque chose qui va un peu au-delà du texte, mais qui en découle. Maintenant qu'on a un peu mieux compris ces rouages de l'intention, du jugement, d'identité, tels qu'ils sont décrits ici, une question se pose, non? Laquelle? En quelle mesure est-ce que cette compréhension pourrait nous permettre de devenir des auteurs plus conscients de notre propre récit de vie? Comment pourrait-on choisir peut-être plus délibérément les chapitres qu'on a envie d'écrire? Voilà une question qui ouvre pas mal de portes. C'est sur cette interrogation qu'on termine notre exploration approfondie de ce chapitre sur le jugement et l'émergence du soi. Merci de nous avoir suivis.